Donc, merci pour votre confiance et bonsoir à tous. Je m'appelle Yan Xiu et je suis data scientist chez Golden Square. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un use case de Elasticsearch qui est l'analytique comportementale avec Elasticsearch. Donc concrètement, pendant ce talk-là, je vais vous d'abord parler des données collectées chez Golden Square et aussi des exigences techniques et fonctionnelles. Ensuite, le modèle de données choisi avec Elasticsearch et comment est-ce qu'on le requête derrière pour réaliser notre produit. À la fin, il y aura la performance, les limitations, les benchmarks, etc. Et après, les questions-réponses. Alors, on va commencer par Golden Square. Mais qu'est-ce qu'on fait chez Golden Square? On aide à notre client à augmenter le taux d'achat sur leur site web. Donc, par augmenter le taux d'achat, on a plusieurs moyens. On peut travailler dans les sources d'acquisition. On peut aussi travailler dans les contenus en proposant des bons produits à la bonne personne. Mais Golden Square a choisi à travailler dans l'expérience utilisateur sur le site web. Donc, on cherche à améliorer la structure, le design du site dans le but d'augmenter le taux de conversion. Donc, Golden Square propose un produit qui aide à nos clients de faire des analyses plus facilement en proposant des données sous une forme plus compréhensible que juste des données brutes. Donc, pour vous donner une idée, qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est une petite démo, c'est un capture d'écran, hein. Ça ne va pas marcher comme ça, mais vous voyez qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un de nos modules dans notre produit. Alors, vous voyez une page web, voilà, c'est une page qu'on collecte. Et donc, il y a aussi des blocs dans cette page-là et des chiffres dedans. Là, ça veut dire qu'il y a 2% de personnes qui ont cliqué sur cette image parmi tous les gens qui ont vu cette page. Donc, c'est pour ça, c'est par ce module-là, on arrive à voir c'est quel bloc dans la page qui attire plus d'attention, plus d'interaction des internautes. Mais là, pour faire un module comme ça, qu'est-ce qu'il nous faut comme données? Donc déjà, il faut qu'on collecte le fait que la page a été ouverte, a été visionnée. Et aussi jusqu'à les événements JavaScript qui se sont passés, des clics, des survols sur des divs ou des sections, des boutons, etc. Donc, on collecte beaucoup de données de navigation sur le site de client, c'est très détaillé. En même temps, on collecte par défaut tous, pas besoin de spécifier quel événement à traquer. Et tous les paramétrages, faire des zones comme ça peut être fait après coup et réappliqué dans les données passées d'ailleurs. Donc, on maintient la rétroactivité dans notre produit. En plus, on peut faire la segmentation avancée basée sur des comportements utilisateurs. Mais ici, par segment, j'entends c'est juste une sous-ensemble des populations dans le site web. Et par comportement, j'entends le simple fait que cliquer sur un bouton, par exemple, je clique sur un bouton ajout au panier dans une page produit. Alors, c'est plus intéressant parce que c'est plus compréhensible et interprétable. Mais comment est-ce que je définis une page produit? Alors, je vais répondre tout de suite. Voici, c'est un petit schéma qui représente nos données. Alors, imaginons maintenant, il y a quelqu'un qui rentre dans un site qu'on traque et il ouvre la page dont le URL base est slash. Bon, avant, il y aura le domaine et c'est pas intéressant. Et il bouge sa souris, il fait des choses avec et puis finalement il a cliqué sur un lien. Ce lien-là amène cette personne vers la deuxième page vue. Et nous derrière, on sait que la page dont URL et ça a été ouverte par une personne à tel moment donné. Et on reçoit aussi des événements comme ça, des survols, des clics, etc., même des scrolls. Et la personne continue, on fait la même chose pendant la navigation. Et vous remarquez, du coup, il y a 3 niveaux d'information. Le premier niveau, c'est la session, on l'appelle session, c'est vraiment une visite sur un site. Et puis, le deuxième niveau, les pages vues. Troisième niveau, c'est le niveau le plus fin, c'est les événements. Alors, ici, je distingue bien une page vue et un URL.
parce qu'un URL, c'est quelque chose de technique bien défini, il ne va pas changer. Mais une page vue, c'est vraiment le fait qu'un URL a été visionné par une personne à tel instant donné. Donc un URL qui peut être vu par des personnes différentes, qui peut être vu dans des instants différents. Donc il peut chez nous, un URL peut être associé à beaucoup de vues. Alors, pourquoi je distingue ça? Parce que c'est par URL, on arrive à définir une notion très importante chez nous, c'est la notion de page. C'est quoi une page chez nous? Alors, c'est tout simplement un groupe de URL qui sont ici. Alors, dans le cas le plus simple, je définis ma page qui s'appelle homepage et puis elle va correspondre à un ensemble de URL dont le pass est slash, mais du coup dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul URL, pas sûrement intéressant. Mais dans le cas où je définis ma page produit étant l'ensemble des URL qui commence par un slash et puis un mot comme ça, et puis un autre slash et puis quelque chose qui ressemble à un ID, du coup, je peux décrire cette règle-là par une regex et ça c'est mon ensemble de URL qui correspondent à ma page produit. Pourquoi dans ce cas-là c'est intéressant? Parce qu'il peut y avoir des milliers de URL dans ma page produit et je peux faire la correspondance entre une vue et du coup un URL et une page et c'est aussi pour ça j'arrive à voir, en fait, pour cette personne-là, il a vu 2 fois, mais pour des produits différents, mais il a vu 2 fois la page produit quand même. Alors, la notion de page, chez nous, on calcule beaucoup de métriques liées à cette notion de page-là. Donc, on sait qu'il y avait combien de vues pour une période donnée. Pour la page produit, ça donne un sens, ça donne un sémantique, parce qu'on sait que dans ce groupe-là, il n'y a que des pages qui affichent un produit. Donc, on donne un sens à un ensemble de URL. En plus, comme je viens de dire, cette notion de page-là est utilisée partout dans la segmentation. C'est aussi par ça que je peux définir un segment qui est l'ensemble des gens qui ont cliqué sur un bouton dans une page produit. Alors, ici, une petite précision, c'est que en fait, la correspondance entre les URL et les pages peuvent être changées, peuvent être modifiées à tout moment sans contrainte. C'est important parce que les modifications vont être prises en compte juste après dans les calculs. Alors, ce n'est pas forcément évident parce qu'on collecte beaucoup de pages vues, on a beaucoup de clients. Et si jamais on fait ça d'une manière, on va dire, on précalcule tout, alors ça veut dire déjà, il faut que la personne attende 2-3 minutes pour avoir ses données prêtes, recalculées. Ce n'est pas forcément agréable. Et aussi le coût de maintenir un précalcul comme ça qui essaie de répondre le plus vite, c'est vraiment très cher en termes de maintenance. Donc on aimerait avoir quelque chose qui répond très vite, donc quelque chose qui peut accueillir plein de données. Actuellement, on a 60 millions de pages vues collectées par jour et la durée de rétention est 3 mois. Du coup, vous imaginez, ça fait beaucoup de données. Sans compter les événements, déjà, on ne va pas compter ces événements, ça va être trop. Et du coup, pour les raisons que je viens d'évoquer, on aimerait faire le matching entre un URL et une page très vite à la volée et faire la segmentation à la volée aussi. Parce que voilà, les précalculs, c'est pas vraiment sympa pour une application web. En même titre, on aimerait avoir l'agrégation fait à la volée aussi parce qu'on ne va pas afficher les données brutes, hein, on va faire une sorte de moyenne, je sais pas quoi, plein de statistiques comme ça. En plus, on aimerait avoir aussi les agrégations custom ou au moins customisables ou des scripts dynamiques parce qu'il y a certains besoins chez nous qui ne sont pas très typiques dans le monde d'analytics. Alors, maintenant, la question c'est que est-ce que Elasticsearch peut répondre à ces besoins-là? Mais avant de répondre à cette question, il faut mettre les données dans Elasticsearch. Oui, bien sûr, mais d'où vient la problématique de modèle de données? Alors, on avait 2 choix. Le premier choix, c'est, voilà, je fais un document plat, sympa. Bon, dans ce cas-là, je crée un document pour session. La série de pages vues sont en champ nested dans la session
Et pour les, enfin ça c'est les événements, on l'appelle targets, mais ça c'est des événements qui sont aussi en nested dans la page vue. Donc ok, très bien, très sympa. On garde bien les niveaux comme ça. Mais de l'autre côté, on a le deuxième choix qui est faire un modèle de parent child. Donc c'est pas très typique, mais on peut faire 3 types de documents comme ça, une session, page vue et les événements. Et ils sont reliés par liens parentés qui sont spécifiés ici. Donc j'arrive à retrouver pour une page vue sa session parente. Alors, c'est lequel choisir? On a posé cette question et finalement, c'est le parent child qui a gagné. Et pourquoi? C'est un peu contre-intuition, mais en fait, dans le cas où il y a beaucoup trop d'enfants, documents, beaucoup trop nested dans le champ, c'est pas vraiment recommandé par Elasticsearch. Chez nous, pour les pages vues, on a en moyenne de 6 jusqu'à 10 pages vues par session, donc ça va encore. Mais pour les événements, c'est de l'ordre des milliers d'événements par page vue, c'est plutôt normal, mais ça fait beaucoup trop pour un document. Donc ça fait que l'insertion des données, ça fait la mise à jour des données, c'est vraiment trop lourd. En même temps, même si on veut juste compter des sessions, et ça fait que ES il va charger l'ensemble des documents dans la mémoire qui n'est pas forcément très optimale pour le temps de réponse de requêtage. Mais pour le modèle parent child, on n'a pas vraiment ces problèmes-là, c'est plutôt naturel, mise à jour, l'insertion, tout va bien. Et on a tous ces théories-là, mais on a fait un benchmark il y a très longtemps d'ailleurs, qui montre que en fait, c'est le modèle parent child qui a vraiment gagné en temps de réponse au moment de requêtage. Donc c'est vraiment le benchmark qui peut décider c'est lequel choisir. Bon, très bien. Maintenant, c'est le schéma final actuellement en prod chez nous. C'est un document session et elle a comme enfant une série de pages vues et une page vue comme enfant des événements. De l'autre côté, on peut avoir des transactions, autre chose, mais ce n'est pas très important ici. Donc, maintenant, avec ce modèle de données, les données sont insérées, on peut commencer les requêtes. Alors, c'est ici, ça devient un peu plus technique, mais peut-être pas trop. Commencer par une requête plutôt simple, toujours avec ce schéma-là. Qu'est-ce que ça fait cette petite requête? On va commencer par quelque chose qu'on peut retrouver partout chez Google, chez n'importe quel analytics. C'est je calcule le nombre de gens qui utilisent Firefox comme browser et puis le temps moyen en session passée. Voilà. Et on va regarder directement le document session. Alors, on va jouer cette requête-là avec Kibana. Sympa. C'est cet index-là, on va requêter. Je vais vous montrer il y a combien de sessions déjà dans cet index pour vous donner une idée. Donc, ça fait 274 000 sessions dans mon index. C'est à peu près un jour pour un client quelconque. Alors, c'est sur ces sessions-là, je vais jouer cette requête. Alors, c'est la même chose, je copie-colle. Hop. Bon, ça répond trop vite. Mais je vois que en fait, il y a 43 000 personnes qui utilisent Firefox. Je peux faire proportion, etc. Et ils ont passé du temps sur leur site. Pardon. Mais on peut faire plus élaboré que ça. C'est sympa, mais on peut faire un cas encore plus réaliste avec cette requête-là. Bon, c'est un peu trop long, mais je vous explique qu'est-ce que ça fait avec ce schéma-là. Alors, cette requête calcule le nombre de gens qui ont atteint la page paiement, qui est en rouge ici, et aussi le nombre de vues de cette page paiement-là, dans un segment où les gens qui utilisent toujours Firefox, parce que je suis fan de Firefox, et qui ont atteint aussi la page produit, et qui ont aussi cliqué sur un bouton ajout au panier, bon, quelconque un bouton. Et voilà, la phrase est un peu trop longue, mais par ce schéma-là, vous voyez bien le chemin que je suis. La première partie, c'est partie rouge, c'est ici, je définis ma page paiement. Bon, je suis dans page view là, dans ce cas-là. Et deuxième partie, c'est la partie segmentation qui sont en vert ici.
Alors ici, j'ai un filtre reste parent parce que je suis dans le page vue. Et puis c'est ici je rajoute tout le filtre qui correspond à mon segment. Donc vous voyez, il y a Firefox, il y a atteinte de produits dans la Redshield, il y a il y a clic sur bouton dans Redshield aussi. Donc et les métriques que je viens de mentionner sont calculées dans la partie des agrégations. Donc on va faire ça aussi avec Kibana. Alors, pardon. C'est toujours le même index. On va voir les PGU. Il y a 2 millions de PGU que je vais regarder et faire mes agrégations. Hop. Bon, ça fait un peu trop gros, mais je vous assure, c'est copier-coller. Hein. Ouais. Ça prend un peu de temps, mais je vois qu'avec cette requête-là, il y a 51 personnes qui ont atteint la page de paiement dans mon segment, bien sûr. Et en moyenne, ils voient, genre 2-3 fois la page de paiement. Donc, ils font des allers-retours. Je ne sais pas pourquoi, mais ils font des allers-retours comme ça. Mais on arrive à avoir cette analyse-là avec une simple métrique, avec une simple requête comme ça et qui nous répond très très vite. Alors, petite précision encore, c'est la partie segmentation, c'est quelque chose de transverse dans notre produit. Donc la partie vert là, il se peut que je les mets partout. Déjà, il faut que cette partie-là soit faite très très fluide, très très vite, et puis avoir des calculs corrects avec. Ça va encore? Ok. On va passer à un exemple, un vrai exemple. C'est une requête qui correspond à un de nos modules. Alors, je vais vous montrer le module. C'est le module dashboard. Donc, c'est la première page qu'on voit dans notre produit. Alors, ma requête va calculer tous ces 8 métriques-là d'un coup. Donc, la requête est un peu trop longue, mais je vous montre. Il y a quoi, à peu près, il y a quoi dedans. Hop, ça va pas marcher. Bon, vous voyez déjà la taille de requête, mais il y a toujours la segmentation qui sont dans la partie query ici. C'est toujours la même segmentation pour vous montrer que voilà, je peux faire partout. Et aussi, après, il y a beaucoup d'agrégations, des sommes, des skips, etc. Hop, je vais jouer cette requête aussi, voir. Parce que ça me répond très bien, mais je ne vais pas montrer dans les détails qu'est-ce que ça fait. Au lieu de ça, je vous montre qu'est-ce que ça fait en termes de métriques. Donc, je calcule des métriques simples comme la somme de revenus. Je calcule des métriques un peu plus avancées, c'est le panier moyen par des gens qui ont eu en moins une transaction, donc ça nécessite de filtre agrégation. Des comptes comme ça, des ratios, genre il faut calculer le nombre et puis faire un script, peut-être faire un script d'agrégation avec, etc. Donc voilà. Mais vous pouvez remarquer du coup le massif usage des agrégations. Donc même juste la partie d'agrégation, ça fait une centaine de lignes comme ça. Parce que ça marche vraiment très bien dans la pratique si on intègre dans notre produit. Alors, on pose même question il n'y a pas très longtemps et on a réalisé des benchmarks pour évaluer la performance avec Elasticsearch, avec des vrais benchmarks de taille réelle. Donc, on a testé avec Elasticsearch 5.0.2 et puis cluster de 20 nœuds, 20 Tetanodes, 3 Mastodon sous ces configurations-là. Et on sait que chez nous, le trafic pic, max, on peut avoir c'est 2 requêtes par seconde. Donc on a réalisé une simulation de 2 requêtes par seconde et le temps de réponse en moyenne pour des durées que je requête. Donc ça fait 7 jours, 1 mois, 3 mois. Donc pour 7 jours, ça fait 2 secondes, 1 mois, 3 secondes, 3 mois, un peu plus que ça. Alors, en général, ces performances-là répondent bien à nos critères. Le critère défini par notre produit, ce n'est pas vraiment en temps réel, mais sachant que chez nous, un jour, par client, par jour, il y a derrière 10 millions de documents, on va requêter.
Et puis du coup, pour 7 jours, ça fait 70 millions de documents à scanner, à agager. Donc ça fait beaucoup de données à faire à la volée. Dans 2 secondes, moi je dirais ça va. Et pour un mois, 3 mois aussi. Donc voilà, ça c'est le module que je viens de montrer, mais pour le reste des modules, c'est à peu près la même chose, mais sauf un cas en particulier. Donc c'est pas toute l'histoire, il y a toujours une partie de l'histoire qui est un peu plus compliquée. Chez nous, c'est un de nos modules les plus compliqués, c'est le parcours de navigation. Hop, en espérant, voilà. C'est quoi un parcours de navigation? C'est cette belle vise-là. Ça correspond à quoi comme données? Alors, vous remarquez, il y a des cercles comme ça qui peuvent enchaîner. Et si je survole ici, ça veut dire qu'il y a 40% de personnes qui ont commencé leur navigation par la page Home. Donc ici, j'ai introduit la page Home. Et puis, si j'enchaîne comme ça, je survole, il y a 7% de personnes qui ont commencé la navigation d'abord par la page Home et puis la page catégorie. Donc, c'est une vue globale de l'ensemble des navigations qui se sont passées dans le site. Ce module-là, c'est sympa, mais ce n'est pas facile à générer dans le sens où elle transmet beaucoup d'informations. Imaginons, on a une page définie dans le site. Alors, pour générer une vise comme ça, elle transmet de l'ordre de 1 puissance 7 si on a 7 niveaux. Donc, 1 puissance 7 en termes de quantité d'informations. Si on essaie de remplir vraiment chaque case en générant cette vise-là, ça va être beaucoup trop lourd. Alors, on avait beaucoup d'essais. Hein. Il y avait 2 difficultés pour générer un module comme ça. D'abord, c'est faire un matching, toujours comme d'habitude, on fait le matching entre un URL et des pages. Mais en particulier, plus difficile, c'est on ne matche pas une seule page, on essaie de matcher une liste de pages qui nous intéresse, comme vous pouvez voir. Et deuxième point, c'est la construction de l'arbre. Donc, il ne faut pas abuser, faire 1 puissance 7, ça passe carrément pas. Alors, on avait plusieurs essais. Il y a un cas en particulier qui peut vous intéresser. C'est le cas où on réalise ce module-là avec script agrégation. Donc, on utilise beaucoup trop de scripts, d'ailleurs. On repart toujours de niveau page vue. Et puis, je suis dans script agrégation. Ensuite, je passe en map script. C'est la partie qui va être appliquée à chaque document, donc chaque page vue. C'est ici, je réalise le matching entre une page vue et une page. Donc, à la sortie de cette fonction-là, je vais avoir une page qui correspond à une page vue. Et c'est aussi ici, je construis la liste des pages vues visionnées pendant une session. Donc c'est ici je reconstruis l'ordre de navigation parce que ES ne vont pas faire ça pour moi. Ensuite, on passe à l'étape Combine. C'est ici, c'est se passer à chaque shard. Ici, je reçois le résultat de MapScript. Je construis mon arbre en rajoutant chaque fois une liste. Donc c'est des opérations plutôt optimisées, c'est pas très coûteux. On peut faire avec des scripts. À la fin, à la reduce, on merge tout simplement les arbres qui est en fait le module. On merge ensemble pour avoir un résultat. C'était plutôt bien passé. On a réalisé ce script d'agrégation-là il y a à peu près 1 an avec ES version 2.3.2 si je ne me trompe pas. C'était bien marché vu derrière il y a le nombre de pages vues scannées. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est passé à OS 5.0.2, si je ne me trompe pas encore une fois, et on a refait toutes ces choses-là avec script de PLI et ça ne passe plus. Pourquoi? Parce que je vous montre un peu la taille de script, c'est fait de cette taille-là. Hop, ça fait de cette taille-là. Pour les gens qui connaissent bien la limitation, alors ES pose une limite de dur en code pour la taille de script. Donc ça fait 10 000 à peu près comme ça. Donc on dépasse carrément cette limite. C'est un peu dommage, on ne peut plus. Mais on a même essayé avec ES en enlevant cette limite-là.
Mais ça a marché pour une fois. Mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours la première requête qui passe plutôt normale après, parce que la requête consomme beaucoup trop de RAM. Et ça fait que le cluster a du mal à revenir à la normale. Donc, il y a beaucoup trop de danger de jouer à une requête comme ça. Donc, en fait, jusqu'à là, je vous ai montré plutôt, ce n'est pas une solution que je vous montre, c'est plutôt une question ouverte que je vous montre. Mais ça reste intéressant, mais on pense que la meilleure solution pour l'instant, la piste la plus prometteuse, pour l'instant, c'est de faire un plugin peut-être avec Elasticsearch en justement contourner ces limitations-là, les limites de script, les limites des accès, des champs qui sont un peu limités par des scripts et aussi des ordres manqués, etc., etc. Donc voilà, c'est pas vraiment une solution à la fin, c'est plutôt une question ouverte. Mais maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie.